Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Bonjour, une nouvelle semaine démarre encore ce jour. Je suis très content de vous retrouver sur LCF et aussi sur les antennes de Radio City FM pour notre émission Toc Toc. Toc Toc de ce jour reçoit en studio comme d'habitude deux confrères. Le premier pour nom, Idi-Alphonse Abaki. Il est le patron du site d'information la Gazette du Togo.com. Bonjour. Bonjour. Notre second invité, il a pour nom Jacques Diakouti, il est l'ancien patron du CONAP, confrère très connu dans la coopération. Bonjour Jacques. Bonjour Gino. Dans la deuxième partie, nous aurons un invité, il est de la société civile. Avec lui, nous parlerons de la vie chère au Togo et des produits avariés déversés en grand nombre sur le marché. Il a pour nom Emmanuel Sogadji, il est le patron de la Ligue des consommateurs du Togo. Mesdames, avant toute chose, voici la une des journaux. Togo Matin. Enfin, le biais, on demandait Togo Matin. On y va. Togo Matin, la une de Togo Matin, s'il vous plaît. Alors, Togo Matin de ce jour, donc, titre Espace CEDEAO, supprimer les barrières au commerce sur les corridors. Politique, réforme et décentralisation, interminable incompréhension entre acteurs. Environnement, le PGICT outille les journalistes édito. École togolaise inversée de rôle. Quotidien privé Liberté qui titre sa une sur lundi 13 juin 2016. Le quotidien privé Liberté, on peut voir rapidement la une de Liberté. Liberté qui titre Avenir politique ombrageux pour le Togo. Le RPT Unir décrète la caducité de l'APG. Adieu les réformes. La diaspora togolaise proteste contre la présence de forts en Allemagne et exige l'effectivité des réformes. Escroquerie institutionnalisée, trois faux fonctionnaires de la présidence de la République et militants de Unir arrêtés. Meeting de la jeunesse de l'ANC, les populations de Djifakbouta mobilisées autour de la question des réformes. Manifestation à Tchévier le 18 juin, à Tomboucopé le 19 et le 25 à Lomé. Le CHR de la Paro agité par une affaire de fraude impliquant la famille Lawada. Et puis enfin dans les cœurs ce matin, le correcteur titre Embrigadement de la démocratie et alternance au Togo, fort brandit l'armée et la justice comme par avant. Ignorés dans leur propre pays, les 5 casques bleus togolais tués au Mali ont reçu un grand hommage de l'ONU hier. Double vente de terrain et arrestation de militants Unir pour escroquerie. Le parti de Fort Gnassingbé, un véritable repère d'escrocs et de délinquants. Retour des esprits rétrogrades dans l'imposition de la préfecture d'Aguanivé. Intimidation, menaces et raquettes, les dessous de la marche de la honte. Pour la décrispation du climat politique et l'exécution des réformes au Togo, Jean-Pierre Fabre félicite les évêques et appelle à 3 jours de jeûne et prière. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Retour en studio après cette pause pour donc entamer la première partie de l'émission. Pour en suivre avec nos confrères Jacques Diakouti et Idi-Alphonse Abaki. Bonjour, chers confrères. Bonjour. Alors, le chef de l'État, Fort Gnassingbé, après la Chine, s'est rendu hier, la semaine dernière, en Allemagne pour une visite d'amitié et de travail. À la clé, plusieurs contrats de financement signés, rencontres avec les premières autorités allemandes, visite des entreprises, rencontres avec la diaspora et les hommes d'affaires. Dans l'ensemble, on peut dire que cette visite a été très riche en activités. Jacques?
Et bien sûr, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et saluer également les téléspectateurs de LCF et les auditeurs également de City FM et reconnaître que, vous savez, cela dénote également et démontre de la viabilité d'un pays, que le premier responsable de ce pays puisse sortir pour pouvoir explorer d'autres pistes par rapport aux relations internationales. Et vous savez, un président ne peut pas sortir pour aller dans un autre pays s'il n'y a pas, par exemple, une vitalité au niveau des relations, que ce soit diplomatiques et des relations au niveau également des échanges. Je voudrais parler du commerce. Donc, ce qui veut dire que le chef de l'État, en allant par exemple en Allemagne, veut une fois encore réchauffer les relations qui existent déjà entre l'Allemagne et le Togo. Vous savez que c'est une relation qui date des années. Et vous avez vu combien de fois ce que les Allemands ont fait dans notre pays. Et les Allemands veulent encore revenir par rapport à cette situation. Je crois que ce déplacement du chef de l'État, c'est vraiment une chose vitale pour le Togo. Et vu les accords également qui ont été signés en Allemagne par rapport à l'économie de notre pays, et vu également le palais des hôtes de marque qui est en rénovation, l'Allemagne veut accompagner. Je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Reste maintenant, quand les accords sont signés et que les fonds sont débloqués, qu'on rende toujours compte au peuple par rapport à l'utilisation de ces fonds et que vraiment ces fonds-là aillent effectivement à ce pourquoi les accords ont été signés et que les populations puissent également en bénéficier par rapport à ces accords et par rapport également à ces sorties et à ces voyages également officiels du chef de l'État. Donc je crois que, pour me résumer, cette sortie est une bonne sortie. Le Togo revient dans le concert des nations, vu effectivement cette relation tumultueuse que le Togo avait avec l'Allemagne. Je crois que cette sortie est une bonne chose pour notre pays. Et défense à qui? Je crois que j'ai eu tout le temps de suivre le chef de l'État quand il fait ses voyages à l'étranger. Je voudrais, à l'entame de ce sujet, marquer quelques remarques. Le chef de l'État est au service d'une nation. Et comme l'a dit Jacques tout à l'heure, il y a un problème qui secoue la présidence togolaise. C'est le manque de communication. D'abord, nous ne savons pas si le chef de l'État est en voyage d'État, d'affaires, d'amitié ou est allé se faire soigner. Dans la population courent ces genres de rumeurs. Aujourd'hui, il est question de ce que le chef de l'État s'est rendu après la Chine en Allemagne. Nous voulons que, après que le chef de l'État ait fait ces voyages-là, qu'on rende compte au peuple. C'est ce qui ne se fait pas. Alors, vous avez parlé de contrat. Est-ce que vous avez ce qu'il y a, la matière de ces contrats-là? On nous donne les chiffres, les 40 milliards par-ci, il y a beaucoup de sous qui sont versés, plusieurs dizaines de milliards quand même. Parce que, à la différence de ce que nous disons tous autour de ce plateau, il faut que tous ces accords-là, tous ces contrats qui sont signés, que l'on essaie de voir leur réalité sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis novembre 2015, l'administration togolaise a des problèmes. Et que depuis novembre 2015, c'est des prêts qu'on fait par-ci, par-là. 30 milliards, 35 milliards. Alors, si aujourd'hui, l'État togolais, à travers le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, va signer des contrats, il faut que cela se traduise dans les faits. Il faut que la réalité et la réalisation de ces contrats-là soit le fruit d'une jouissance des populations togolaises. C'est ce que moi je ne remarque pas et c'est ce que je dis. Alors on va évoluer rapidement. Donc lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord relatif aux négociations intergouvernementales, le ministre allemand de la coopération Gerd Müller a décrit le Togo comme un État sérieux aux institutions stables. Cette phrase a déclenché de réactions sur les réseaux sociaux. Et vous, comment réagissez-vous à ces propos, Ildefonse? Je crois que je suis beaucoup plus
est bien placé pour dire que ces propos du ministre allemand me frustrent un tout petit peu quand on sait que depuis quelques années, il y a eu une agitation autour des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Vous avez vu tout le débat qu'il y a depuis le moment où on a dit que le dernier compromis, le dernier contrat social qu'est l'APG, est voué aux gémonies par ceux-là même qui dirigent le pays et qui ont pris langue, qui ont signé cet accord. Je crois que vous avez eu aussi la réaction des Togolais vivant en Allemagne qui ont manifesté bruyamment et qui ont également dit tout ce que nous disons au pays, parce que ça ne va pas au pays. Ce n'est pas parce que les rapports sont faits par des diplomates qui sont en poste pour plaire au régime en place qu'il faut prendre pour argent compter tout ce que nous vivons. Je suis désolé de dire que ça ne va pas du tout. La belle preuve, c'est que, encore aujourd'hui, ce qui agite l'opinion nationale togolaise, c'est le fait que ceux-là même qui ont contracté un contrat disent que le contrat est devenu... Mais les institutions sont stables quand même, vous êtes d'accord? Les institutions togolaises sont stables. Je ne sais pas comment vous placez la stabilité des institutions togolaises. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à cerner... Vous pensez le contraire? Mais je pense le contraire. Et comment décliner donc votre idée, c'est de nous expliquer davantage. Vous savez que quand vous prenez la loi portant statut de l'opposition togolaise en son article 17, la loi demande à ce que la composition même de l'Assemblée nationale togolaise reflète les institutions de l'État togolais. Nous avons le dernier exemple, c'est le choix des membres qui doivent siéger à la RAC, où vous avez vu qu'il y a eu un problème entre l'ANC et le Parti uni. Cette représentation dont parle la loi portant statut de l'opposition, où quand vous avez un certain nombre de partis politiques à l'Assemblée, il faut que dans les institutions togolaises même, qu'on retrouve cela. Ça n'a pas été le cas. Il avait dit, vous avez vu que les institutions s'efforcent d'avoir une image de la représentation à l'Assemblée nationale. Justement, s'efforcer, on a dit non. Oui. S'efforcer et avoir un résultat. Surtout à partir du moment où l'on clame la réconciliation, la paix et tout cela. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas se dépasser pour que ce que la loi dit, je dis bien ceux-mêmes, c'est le législateur qui ont légiféré. C'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui le dit. Oui, mais c'est une loi organique que nous et que les députés eux-mêmes, qui sont les premiers législateurs de ces lois même, violent. Vous voyez que ça pose problème. Alors, la même question à Jacques. Le ministre allemand de la coopération, Gerd Müller, dit que le Togo est un État sérieux aux institutions stables. Alors, votre réaction à ces propos? Je crois que, vous savez, souvent en matière de relations internationales et en matière de diplomatie, et vous savez, souvent on prime souvent les relations économiques par rapport aux relations internes même d'un pays. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple les institutions internationales, quand ces institutions viennent, les institutions font souvent ce qu'on appelle du porte-à-porte, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau du gouvernement ou des partenaires publics ou privés. Les diplomates essaient de rencontrer par exemple ces personnes. Et c'est à la suite de ces rencontres-là que souvent les rapports, qu'on produit souvent des rapports. Et c'est sur ces rapports que vous allez voir des pays prendre par exemple position sur certains aspects de la vitalité, de la marche des pays. Donc c'est suite à ces rencontres-là que les rapports sont souvent produits. Et vous savez également que entre-temps, il y a une délégation allemande qui était dans ce pays et qui ont sillonné un peu le Togo. Le même ministre était là, le ministre était là. Justement, il était là, il a sillonné un peu le Togo, donc il a vu un peu ce qui se passe au niveau de notre pays. Il n'est pas exclu, et puis il ne faut pas toujours perdre de vue, il n'y a aucun pays qui n'a pas de problème. Presque tous les pays ont des problèmes. Des problèmes inhérents à chaque pays, c'est-à-dire des problèmes internes. Au Togo, aujourd'hui, nous savons que nous avons des problèmes au niveau de la réforme institutionnelle et constitutionnelle. En fait, c'est le problème aujourd'hui qu'il y a au niveau de notre pays. Mais ce problème-là n'occulte pas, par exemple,
que le Togo ne puisse pas continuer à également à explorer d'autres pistes par rapport à ses relations internationales. Donc, si l'Allemagne dit aujourd'hui que le Togo a par exemple les institutions stables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas levés comme ça pour le faire, c'est-à-dire qu'ils ont dû, et comme je l'ai dit à l'instant, il est venu, ils ont parcouru un peu le territoire, ils ont découvert que, bon, il y a des progrès, il y a des choses également que le gouvernement a pu quand même accomplir, mais cela n'occulte pas, comme je le disais à l'instant, qu'il y ait des problèmes qui nous concernent, nous, en tant que Togolais, par rapport à ces problèmes-là de la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Et vous savez, par rapport à ces genres de sujets, vous voyez que souvent la communauté internationale ne se mise pas. Voilà, au niveau de ces genres de problèmes. C'est à chaque État, à chaque pays, de pouvoir voir quelle langue faut-il prendre pour pouvoir opérer, par exemple, ce genre de réforme. Vous voyez, donc, si aujourd'hui le ministre allemand parle de la stabilité des institutions au Togo, peut-être qu'il a dû rencontrer par exemple le ministre de l'économie, il a rencontré également les autres institutions, mais une fois encore, cela n'occulte pas que nous ayons des problèmes au niveau des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Donc, justement, par rapport à ces réformes, nos compatriotes, en fait, une partie de nos compatriotes vivant en Allemagne a donc organisé une manifestation le jour où le chef de l'État devait être reçu par le président Koch. Alors, ils ont voulu manifester, ils ont commencé, mais la police allemande a essayé de les canaliser dans un coin, mais visiblement leur message est passé puisqu'ils ont remis leur lettre au président allemand. Alors, les compatriotes, ceux qui ont manifesté du moins, voulait attirer l'attention des autorités allemandes sur le fait que le Togo, après l'engagement depuis 10 ans, enfin, il y a eu un accord qui a été signé, et que le pouvoir ne met pas ou bien ne matérialise pas cet accord, du moins en son point concernant les réformes politiques et électorales. Alors, que dire de cette manifestation de nos compatriotes en Allemagne? Non, une fois encore, il faut reconnaître, c'est pourquoi je disais la vitalité même de nos relations et la vitalité également de la démocratie. Si nos compatriotes ont pu manifester en Allemagne lors du chef de l'État, mais c'est une très bonne chose. Et je ne pense pas que ce soit seulement le seul pays au monde où, quand un chef d'État est en visite, qu'on puisse manifester. Vous pouvez presque, la plupart souvent des pays, quand les chefs d'État sont en visite, il y a toujours ces genres de manifestations. Donc je crois qu'en manifestant ainsi, c'est une bonne chose. Ils font également, ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme au niveau de la communauté internationale pour leur dire, attention, nous voulons ci, nous voulons ça. Et vous savez que en matière de diplomatie, le président allemand ne peut pas directement peut-être, devant les manifestants, commencer par peut-être sermonner notre président, de lui dire de faire des réformes. Il y a peut-être des personnels qu'ils exploitent souvent que nous ne connaissons pas. Et pour que le message puisse passer par rapport à ces réformes-là. Et vous savez également, dans la sous-région, nous avons la CEDEAO. Nous faisons partie de la CEDEAO, nous faisons partie de l'UA, et nous faisons partie également de l'UMOA. Donc il y a souvent ces passerelles-là sur lesquelles certains chefs d'État se basent pour pouvoir régler le problème. Mais prenons pour exemple la dernière crise, par exemple, au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur l'UA pour pouvoir régler le problème. Donc c'est pour vous dire que la communauté internationale elle est consciente par rapport aux problèmes que nous sommes en train de vivre, mais tout dépend maintenant de nous, Togolais, comment nous pouvons cerner ces problèmes, les régler. N'attendons pas que la communauté internationale vienne régler les problèmes à notre place. Alors, je voudrais juste ajouter 2 mots. Je voudrais croire que les propos du ministre allemand révèlent d'un langage diplomatique. Je voudrais croire. Sinon, la réalité, elle est tout autre. Elle est tout autre si nous prenons le côté économique togolais. Les derniers rapports du FMI n'ont pas été du tout tendres au pouvoir togolais. Je me rappelle que c'est ce qui a même fait que, entre-temps, le FMI a quitté le Togo pour le Burkina Faso. Un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est que la période à laquelle la délégation allemande était au Togo, puisqu'on en a fait allusion tout à l'heure, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu des manifestations devant l'ambassade d'Allemagne? Devant l'ambassade d'Allemagne. Oui, il y a eu des échauffourées. Voilà. Et il y a même eu des échauffourées. Oui.
et que la période à laquelle la délégation devait normalement séjourner dans notre pays n'était pas encore atteinte quand la délégation a quitté Lomé pour Berlin. La troisième remarque, c'est ça, je vous informe. La troisième remarque, c'est par rapport à la manifestation de nos compatriotes, où dans la lettre remise au président Joachim Gauck, il était mentionné quelque part ceci, je cite, que l'argent du contribuable allemand ne finance pas la dictature au Togo au détriment des populations déshéritées. Fin de citation. Ce qui veut dire que la manière dont les choses sont faites, économiquement parlant, où le chef de l'État lui-même, en visite, a dit que c'est une minorité qui profite de la richesse, c'est-à-dire de tout ce que même la communauté internationale envoie, que c'est juste une minorité qui s'en accapare, alors que nous sommes dans un État, alors que nous sommes dans une république. Ça pose problème pour ces pays-là qui sont des démocraties et des exemples. Vous voyez. Maintenant, ce qui dérange également nos compatriotes, c'est que j'ai suivi l'année dernière l'ancien ministre de l'administration, M. Gilbert Bawara, qui parlait de l'importance même de la diaspora togolaise qui avait contribué à la hauteur de 200 milliards dans l'économie togolaise. Aujourd'hui, les compatriotes togolais ne sont pas pris en compte. Le droit de vote. Pas, justement. Ils en ont parlé. Donc je crois que tout cela fait aujourd'hui qu'on doit regarder le Togo d'une autre manière. Bon, peut-être on aura le temps d'y revenir dans la semaine avec d'autres confrères en studio. On va passer donc au second sujet de cette émission. C'est l'APG qui a réuni donc la semaine dernière encore les hommes politiques et membres de la société civile. Jeudi dernier, la plateforme citoyenne Vérité Justice a organisé un débat public autour de la question des réformes politiques ainsi que la problématique de la décentralisation. À cette occasion, l'ancien ministre Florent Manganawe, qui représentait le parti UNIR à ce débat, a fait une déclaration choc, je cite, « L'APG est caduque » et ça suscite des réactions au sein de la population. Jacques, vous êtes au courant? Oui, j'ai suivi avec intérêt le débat sur LCF et je voudrais féliciter cette plateforme citoyenne et peut-être inviter cette plateforme citoyenne à souvent synchroniser les émissions parce que c'est le Grand Lomé seulement qui a suivi les débats. Il y a également l'intérieur du pays. Ils ont besoin également de ce genre d'informations et il faut reconnaître que pour la première fois qu'il y a eu effectivement un débat citoyen entre les partis politiques, que ce soit de la mouvance et de l'opposition. Je crois que ces genres de débats permettent également à la population de savoir réellement ce qui se passe. Et c'est vraiment la vitalité de notre démocratie. Et nous nous réjouissons de ce qui s'est passé au niveau de ce débat-là. Revenons par exemple à la déclaration de M. Florent Manganawe. Vous savez, c'est les acteurs politiques. Et vous savez, aucun acteur politique ne voudrait tirer par exemple le drap vers le bas. Donc, dire que le CPDC, les accords plutôt sont caduques, l'APG est caduque, je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle du reliquat de l'APG. Et c'est grâce à l'APG également qu'on a dû mettre en place le Ashkroun. C'est grâce également à cet APG qu'on a mis également la commission Vérité et Réconciliation. Et c'est grâce également à cet APG également qu'entre-temps, nous avons eu dans ce pays un gouvernement d'union nationale, même si entre-temps cela n'a pas fonctionné. Donc je crois que c'est l'APG même qui a préconisé également ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui l'APG est caduque. Mais il y a quand même un reliquat de cet APG-là qui est là aujourd'hui. Et cet APG-là a recommandé beaucoup de choses par rapport à ce que la CVJR également a dû faire. Donc, je crois que c'est une déclaration politique. Moi, je dis il faut le comprendre ainsi. Florent Manganawe était là-bas. Je ne sais pas s'il était là au nom. La déclaration qu'il a eu à faire, est-ce que c'est en son nom personnel ou c'est au nom du parti? Et puis ce qu'il faut retenir également, vous savez que
il y a des courants, même au sein, effectivement, que ce soit de UNIR même et puis du RPT, parce que vous savez que lors de la convention de la création de UNIR, il y avait un ministre qui avait déclaré que, au fait, ce n'est pas une dissolution, mais c'est une fusion-création. Donc c'est pour vous dire que... il y a toujours des courants. Bien sûr. Doit-on mettre les propos de Florent Maganoé dans la rubrique d'une bourde, ou bien des bourdes, ou bien le prendre au sérieux comme c'est la position officielle du ministre? Il faut prendre la déclaration du ministre Florent Maganoé sur l'aspect, par exemple, des dissidences qu'il y a au sein, que ce soit de UNIR et du RPT. Parce que, comme je l'ai dit à l'instant, pour certains, le RPT n'est pas encore enterré. C'est l'aile dure. Justement, le RPT n'est pas enterré, et pour certains, bon, c'est UNIR. Et puis, comme je l'ai dit à l'instant, la déclaration que ce ministre avait eu à faire dans le temps, lors de la création de UNIR, quand il disait que non, au fait, c'est une fusion-création, c'est qu'il veut dire que il y a l'aile dure également du RPT encore qui est là, et qui joue également sa partition. Et il y a également l'aile également de UNIR également qui est là. Certains qui veulent aller par exemple à ces réformes et d'autres également qui ne veulent pas aller. Donc moi c'est dans ce contexte-là qu'il faut situer la déclaration du ministre Florent Maganoé. On ne sait pas, est-ce que c'est l'aile par exemple du RPT ou bien c'est l'aile UNIR, on ne sait pas. Mais tout compte fait, la déclaration, il faut encore le dire. Le CPD, les accords, l'APG n'est pas caduque, puisqu'on parle tous les jours du reliquat de l'APG. Alors, l'APG est dépassée parce que la CENI, le découpage électoral, les droits de l'homme, beaucoup de choses ont été faites et c'est dans l'APG, souligne M. Maganoé. A-t-il raison, Ildefonse Aboki? Vous savez, je suis un tout petit peu confus au propos de Jacques par rapport à la présence de M. Maganoé au forum la dernière fois. Je voudrais qu'on situe encore plus les Togolais par rapport au statut de M. Maganoé. Il représentait le parti UNIR là-bas. Si M. Maganoé représente le parti UNIR, ce qui veut dire qu'il a fait la déclaration au nom du parti UNIR. N'oublions pas que nous sommes dans un État et l'État est régi par des lois. N'oublions pas. Et même quand nous faisons un tout petit peu allusion à ce que Jacques a dit tout à l'heure par rapport à ce ministre rebelle qui avait dit que, au fait, c'était une fusion-création de UNIR, je dis non, parce que quand vous prenez la charte des partis politiques, en son article 19, il n'est pas question qu'on parle de fusion-création. On parle de création d'une formation politique. Maintenant, pour ce qui concerne la déclaration de M. Florent Maganoé, moi, je ne suis pas surpris parce qu'avant lui, il y avait M. Gilbert Bawara qui avait dit entre-temps qu'il faut tourner la page de l'APG. Et puis après, c'est M. Abdou Assouma qui a fait un tweet qui parlait aussi de la fermeture. Aujourd'hui, c'est M. Florent Maganoé. Mais ce qui me choque, c'est que quand je prends les propos de M. Faure Gnassingbé en 2009, quand je prends ses propos en 2009 sur Radio Liberté FM, je cite M. Faure Gnassingbé. J'ai pris un engagement que je compte respecter. C'est de mettre en œuvre totalement, entièrement et de façon exhaustive l'APG que nous avons signé. J'en suis le garant et toutes les mesures qui ont été décidées seront mises en œuvre. Je ferai les réformes avant la présidentielle de 2010. Fin de citation. Que valent les propos sans les actes? C'est la grande question que je me pose. Puisque celui qui a fait cette déclaration, c'est la plus haute autorité de l'État togolais. Alors, ces propos sont contredits aujourd'hui par 3 membres de sa formation politique pendant tout le temps que lui-même... M. Assouma n'est pas du NIR, il faut le préciser, il est président de la Cour constitutionnelle. C'est une décision de taille. Vous savez que j'ai eu le temps d'apprécier le geste de M. Abdou Assouma quand il a clôturé les travaux qui ont sanctionné la présidentielle d'avril 2015. Les résultats définitifs? Oui. Où il a sorti un foulard blanc en signe de joie. Parce que quelqu'un a gagné. Mais il n'a pas fait au nom du NIR aussi. Non. Le candidat vainqueur, entre guillemets, c'était qui? C'était le président de UNIR.
je le mets dans le même bateau que tous ceux qui ont fait cette déclaration. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, Sabdo Soumaï, le président de la Cour constitutionnelle du Togo, on continue. Alors, on continue. Et bon, maintenant, et M. Florent Maganawe et M. Gilbert Bawara sont-ils de unir ou pas? Alors, je rappelle que M. Florent Maganawe était au débat la fois dernière en tant que porte-parole du parti UNIR. Il s'est présenté en tant que porte-parole du parti UNIR. Est-ce qu'au sein même de UNIR, n'y a-t-il pas, est-ce qu'il n'y a pas une règle donnée? Parce que les propos justement de M. Florent Maganawe sont en contradiction avec ce que le président de UNIR lui-même a déclaré en 2009. Ok, on va évoluer. Jacques Djabouti, je me tourne vers vous. Les réformes essentielles, à savoir la limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin, le problème de découpage, j'en passe, contenu dans la PG, attend toujours d'être opéré. Alors, est-ce que vous parlez aujourd'hui de caducité? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on doit parler que l'accord est caduc. Ce qui est important aujourd'hui, vu les débats que nous sommes en train de suivre actuellement au sein de notre pays, et vu également la conscience au niveau, que ce soit de la classe politique ou même du parti au pouvoir, où on veut effectivement aller à ces réformes, aujourd'hui ce qui est important, c'est de respecter par exemple la parole donnée. C'est tout ce que nous attendons aujourd'hui. Et quoi qu'on dise, rassurons-nous que les réformes vont s'opérer dans notre pays. Moi, ça, il ne faut pas en douter. Les réformes vont s'opérer. Qui doit prendre l'initiative? Cette question elle revient tout le temps. Oui. Tout le monde dit, voilà, les réformes s'imposent. On l'a vu hier sur les réseaux sociaux. L'ancien premier ministre Albert Kodia a écrit, non suivant, les réformes s'imposent. Mais là, qui doit prendre cette initiative? Vous savez, nous sommes des citoyens togolais et nous voulons la bonne marche de notre pays, le Togo. Et personne n'a intérêt pour que ce pays-là puisse s'embraser. Nous voulons avoir la paix, la quiétude que nous avons aujourd'hui, nous voulons toujours continuer dans cette paix. Donc il est important que ce soit les décideurs au niveau des partis politiques, que ce soit également au niveau du parti au pouvoir. Hier par exemple, pour preuve, j'ai suivi le ministre député Christophe Tchao qui disait que non, qu'au niveau de UNIR, ils sont d'accord, ils sont prêts également pour les réformes. Donc ce qui est important, si chacun donne sa parole, donc, il faut que les gens maintenant se mettent... Il faut que le gouvernement introduise le projet de loi nationale pour qu'on sache ce qui va voter ou ce qui va le rejeter. Ce qui est important aujourd'hui, vous savez, le chef de l'État, lors de son discours à la nation, avait promis mettre sur pied une commission qui va réfléchir sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il était dit entre-temps que il faudrait mettre dans cette commission les universitaires. On avait parlé également des responsables des partis politiques. Mais le problème c'est quoi? La PG a déjà prévu les réformes. La CVJR, dans ses conclusions, a précisé ce qu'il faut faire pour une réforme. Pourquoi encore réunir les gens au cours d'un atelier et réfléchir? Non, pas un atelier. Et pas les conclusions. La preuve. Avant de citer les conclusions. Non, la preuve. Quand, par exemple, le président du Bénin Talon est venu, il a mis une commission sur place. Quand vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire par rapport à cette nouvelle commission, il y a des commissions. Donc, le Burkina, si le président de la République met cette commission en place, il est important qu'aujourd'hui, moi c'est là que je demande par exemple aux acteurs politiques de pouvoir mettre la pression pour qu'on puisse compléter les membres manquants et pour qu'on aille à ces réformes, qu'on puisse mettre les autres membres et que les membres là se mettent au travail pour sortir une constitution. Il y a un mot, l'invité, il attend depuis. Vous savez que le chef de l'État est conscient de ce que c'est lui qui doit donner le ton. Bon, il le dit. Moi, je ne sais pas. Il le dit, j'ai pris un engagement et je compte le respecter. Et il continue. C'est de mettre en œuvre totalement et entièrement. Il le sait qu'il est la plus haute autorité. Mais ça fait il y a 7 ans ces propos. Justement. Peut-être qu'il a même oublié qu'il a dit. Il ne peut pas oublier. Parce que cette charge, je fais relever tout à l'heure qu'il est la plus haute autorité de l'État togolais. Avec tout le respect que je lui dois, il ne peut pas. C'est lui le chef de l'État. Et puis, quand vous faites allusion aux commissions, vous savez que l'APG a été le fruit de discussions entre acteurs politiques. Si ces acteurs-là n'étaient pas d'accord, on ne pouvait pas mettre noir sur blanc tout ce qui est contenu dans l'accord.
c'est le fait d'un consensus. Et c'est l'application qui pose aujourd'hui problème parce que, d'un côté, moi je le dis, il y a manque de volonté, on ne veut pas le faire. En tout cas, un homme politique le disait, pour noyer une affaire, on crée une commission et c'est garé. Alors, on va voler, mesdames et messieurs, on va marquer une pause. Derrière la pause, on reçoit notre invité, il s'appelle Emmanuel Sogadi, le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio ou en débat, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio, je rappelle à ceux qui nous suivent, surtout aux annonceurs, que Toc Toc, on passe tous les lundis, mercredis, vendredis. Vous avez la possibilité de communiquer, de faire vos annonces publicitaires au cours de la pause publicitaire, une tranchée prévue. Prenez attache avec le service commercial de LCF City FM et vous serez satisfait. Bonjour Monsieur Sogadi. Bonjour Junior. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la LCT, la Ligue des consommateurs du Togo. Alors, depuis 2015, nous avons connu 4 baisses des prix des produits pétroliers dans notre pays. Ces baisses n'ont eu aucun effet sur les produits de première nécessité, dont les prix continuent de gonfler de jour en jour. Alors, comment vous l'expliquez à votre niveau? Oui, j'avoue que au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, nous avons partagé les inquiétudes des Togolais, des consommateurs, depuis 2014. Puis c'est en janvier 2014 que le gouvernement a commencé la première augmentation des produits pétroliers à la pompe. Et à l'époque, nous avons organisé des manifestations publiques, bien que pacifiques, mais nous n'avons pas été laissés faire. On nous empêchait, comme à l'accoutumée dans notre pays. Et on a commencé à assister à une certaine réduction tout récemment, début d'année 2016, j'allais dire. Et la première diminution, c'était une diminution très insignifiante. Et de 610, on est revenu à 695, jusqu'à ce que la toute dernière réduction, on a aujourd'hui le super samplon à 452. Et en faisant un calcul, nous avons en tout pour tout une réduction sur le super samplon à la pompe de 158 francs. Pour nous, nous pensons que le fait de réduire, compte tenu de nos revendications, c'est déjà une bonne chose. Mais pourquoi faut-il attendre pendant si longtemps avant de réduire, alors qu'au moment où nous faisons les revendications depuis 2014 et 2015, on pouvait réduire. Rappelez-vous que dans cette revendication, nous avons été pris parce qu'on voulait manifester le 20 août devant la primature. Vous avez arrêté avec Pasteur de Komi et le camarade Acholi qui nous avait amené à l'anière. Et nous avons été déshabillés, nus, dans une cellule, et j'avoue que nous ne pouvons pas défendre une cause noble comme celle que nous sommes en train de faire, et on va nous traiter comme un... Vous avez été humiliés à l'époque, on se rappelle. À l'époque. Mais nous pensons que nous, c'est un engagement, une passion, nous voulons servir les autres et non pas nous-mêmes. Nous allons poursuivre ce travail. Donc, cette réduction de 158 francs, je prends l'exemple du super samplon, en vérité, n'a aucun effet sur le panier de la ménagère. Je donne l'exemple du prix au marché. Si vous prenez par exemple un sac de 5 kg de riz en 2015, c'était vendu à 5 000. Et aujourd'hui, vous l'achèterez à 5 500, à 6 000, à 6 500 par endroit. Et ce qui fait que nous sommes en train de nous interroger à quoi bon semble de vouloir dire que nous nous soucions des préoccupations des consommateurs, des préoccupations de notre population, et que les mesures prises ne profitent pas complètement et aisément aux Togolais que le gouvernement, entre griffes, pense se soucier. Donc pour nous, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce côté-là. Si vous analysez le dernier arrêté interministériel qu'ils ont pris en réagissant les prix des transports communs urbains et interurbains, vous verrez que ça ne reflète pas la réalité. Pourquoi je le dis? Parce que vous prenez l'exemple, le transport de Lomé, les frais de transport de Lomé à Ngotier hier, c'était combien? On pouvait vous prendre à 1500 francs. Mais ça c'est officieux, c'est pas officiel. Mais si les transporteurs arrivaient à le faire officieusement, ça veut dire que ils trouvaient aussi leur compte. Ils avaient toujours leur bénéfice. Donc ça veut dire que c'est ce qui devait se faire.
Maintenant, si après l'arrêté interministériel, on revient à 1800, 1850, ça veut dire que l'arrêté interministériel ne reflète pas la réalité. Si vous prenez de Lomé à Tchédié, c'est 500 qu'on vous prend. Si vous quittez le studio, vous allez au bord de la route, on vous prend de 3 quarts à Tchédié. Dans les stations sauvages, c'est pas les stations officielles, c'est ça. Non, le bord de la route, on prend 500 francs, mais la station, en principe, c'est plus cher que ça. Les stations sauvages, les stations ordinaires, je ne peux pas quitter, comment on appelle, avec pour dire que je vais à Tchédié et venir jusqu'à Balpedo avant de trouver mon taxi pour aller à Tchédié, non plus. Donc, c'est juste pour vous dire que en voulant fixer les prix, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là pour voir si je fixe le prix, nous fixons le prix à tel montant, si les gens peuvent le faire. Il y a quelque chose qui cloche au niveau des transports urbains, des frais des prix de transport urbain et interurbain. Donc, il y a certains syndicats qui ont pris ce secteur, et qui ne veulent même pas libéraliser le secteur. C'est-à-dire qu'il faut négocier. Si eux disent oui, c'est oui. S'ils disent non, le gouvernement ne fait rien. On peut avoir les noms rapidement pour que le peuple les connaisse? Non, je ne veux pas avoir les noms. Ce sont les syndicats du secteur de la branche, c'est-à-dire du secteur du transport, qui ont signé un accord avec le ministère du Commerce et le ministère des Transports qui dit lorsque les prix vont au-delà de 5%, nous aussi nous réagissons. Et lorsqu'ils descendent en dessous de 5%, nous réagissons. Mais de toutes les réductions, ils n'ont jamais réagi. Donc ces syndicats sont plus puissants que l'État? Oui, mais je ne sais pas si l'État veut répondre plus aux préoccupations des syndicats, plus qu'aux préoccupations de sa population. C'est l'État qui a choisi. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. On ne peut pas dire que les syndicats sont des gens qui ont assez de force, ou bien c'est eux, nous avons eu des accords nocturnes, bien des accords, je ne sais pas comment le qualifier, des accords qui nous lient avec ces syndicats et nous ne pouvons pas nous délier. De par conséquent, ce que le syndicat dit, c'est ce que nous faisons. Je me rappelle très bien, nous étions à une émission sur une radio, une chère partenaire, où un auditeur, c'est un transporteur qui appelait et dit, lorsque nous parlons de réduire les prix des transports interurbains et urbains, qu'est-ce qu'il en est pour leur intérêt, que les policiers, les raquettes, ainsi de suite. Mais les raquettes, nous aussi, nous dénonçons, nous ne sommes pas d'accord pour les raquettes, mais c'est le gouvernement qui doit réglementer le secteur du transport, qui doit également faire de telle sorte que les policiers, les gendarmes ne fassent pas de raquettes au bord des routes. Et les surcharges. Parce qu'il faut les surcharges pour bénéficier sur nous. C'est ça. Vous prenez un taxi pour aller à Palémé, vous êtes 7 dans le taxi, et là, c'est légalisé. Ce qui n'est pas le cas au Ghana. Vous allez à la gare routière, vous prenez votre procès respecté avec le ticket à l'appui et vous partez. Il y a trop de laisser aller ici au Togo, bien. Si, c'est pourquoi nous disons que le gouvernement prend des décisions, mais n'arrive pas à contrôler. Je ne sais pas si ce n'est pas une volonté manifeste qu'on ne contrôle pas, n'arrive pas à contrôler la mise en œuvre de ces décisions. Les arrêtés interministériels et les décisions. Entre-temps, en 2014, ils avaient parlé d'une certaine détaxe des produits d'importation pour pouvoir réduire les prix des coûts de prix de première nécessité. Je vous dis que la détaxe n'a jamais été en réalité effective. Parce que vous remarquerez que les prix continuent toujours de grimper. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de certains produits, l'huile de vin, le lait, le sucre, ça gonfle tous les jours. Tous les jours. Donc ça veut dire que l'État suppose bien, pense être du côté du peuple, alors qu'il est en train d'être du côté des opérateurs économiques. Parce que dans la classe des opérateurs économiques, il y a certains qui sont véreux, il y a certains qui sont vraiment conscients. Mais lorsque un opérateur économique qui est vers de l'autre côté, fait de telle sorte pour avoir plus d'intérêt, moi en tant qu'opérateur économique, puisque l'autre tiers est à côté, qui est en train de nous talonner tous, moi aussi je vais aussi maximiser mes profits. Et donc ce qui fait que tout le monde reste dans la danse et celui qui est perdant, c'est le consommateur lambda que nous défendons, et c'est toi et moi, et c'est tous ceux qui nous suivent actuellement qui sont victimes. Donc c'est pourquoi nous disons que l'État, en prenant des décisions, il faudrait que l'État puisse aussi contrôler la mise en œuvre de ces décisions, sinon ces décisions ne valaient plus la peine d'être prises. Oui, mais M. Sogadi, vous ne trouvez pas que les populations ont raison quand ils parlent de complicité entre vous et le gouvernement, parce que elles savent qu'il y a un cadre qui est mis sur pied, qui permet au gouvernement et aux associations de défense des populations en matière de consommation. Mais qu'en est-il exactement? Est-ce que vous n'êtes pas informé de la hausse ou bien de la baisse des prix? Non, je ne crois pas. Nous, en tant que représentants de la Ligue des consommateurs ici, nous ne sommes associés en rien pour ce qui concerne les négociations. Mais y a-t-il un cadre? Il y a un cadre. Il y a un cadre qu'on appelle comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers et qui est logé au ministère du Commerce. Et j'avoue que dans nos recherches, il y a certaines centrales syndicales qui font partie. Mais ils ont dit que les associations consommateurs ne vont pas faire partie.
Pour moi, ce n'est pas le fait de faire partie d'une commission qui est le plus important pour nous, mais c'est le fait d'avoir des résultats pour les consommateurs que je défends. C'est pourquoi je dis, si les centrales syndicales peuvent défendre aisément leurs travailleurs, leurs membres, et ça peut avoir des répercussions sur les consommateurs, tous les consommateurs que nous défendons, c'est une bonne chose. Mais ce que nous constatons, c'est qu'ils ne font pas, ils ne luttent pas effectivement pour l'intérêt des consommateurs. Et c'est ce qui est très difficile pour nous. Si vous allez dans toutes les négociations, il y a quelqu'un, un aîné qui est syndicaliste, qui a dit qu'en 2011, que nous ne voulons plus faire des erreurs dans le passé, que nous ne voulons plus associer aucune association à des discussions pareilles. Alors que eux, ils sont des syndicats, nous sommes des associations, nous défendons ce que les syndicats défendent, mais eux, ils ont une particularité, c'est que le travailleur. On a combien de travailleurs au Togo pour qu'on puisse se cantonner sur cet aspect de syndicalisme et dire que les associations ne nous intéressent pas et que nous ne voulons pas qu'ils soient associés aux revendications. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, c'est un engagement que nous avons pris au nom du peuple et nous allons nous démerder avec les moyens de bord que nous avons et nous continuons la lutte jusqu'à ce que les résultats soient ce qu'ils devaient être. Je crois que vous avez dit quelque chose de très important quand vous évoquiez l'affaire de l'OTR, parce que vous avez dit que souvent les transporteurs, les commerçants et autres maximisent leurs revenus par rapport à l'OTR pour pouvoir effectivement répondre aux sommations par exemple de l'OTR. Bon, est-ce qu'au niveau de votre association, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des passerelles pour rencontrer ne serait-ce que les responsables de l'OTR pour pouvoir aider ne serait-ce que les populations, si l'État diminue par les prix, et quel mécanisme faut-il mettre sur place par rapport à votre association et l'OTR pour aider effectivement les populations s'il y a effectivement diminution de ces produits pétroliers-là? Oui, pour ce qui concerne l'Office togolais des recettes et l'OTR, nous avons déjà pris un engagement sur nous d'aller les rencontrer. Et on est même déjà allé les rencontrer, si j'ai bonne mémoire. Ça doit être dans l'année passée, dans le mois de novembre et décembre. Mais ça n'a pas été facile. Parce qu'on a rencontré des jeunes collègues, on a fait ensemble l'université, et pour eux, ils pensaient que nous, on est venus pour jeter du sable dans leur farine, alors que ce n'était pas ça. Et on avait écrit, on avait dit, on a constaté tel aspect, qu'il y a manque de communication, les gens les contribuables ne sont pas informés de tel aspect, et que nous voulons vous proposer des services pour que vous puissiez améliorer, surtout le plan communicationnel d'abord. Et après ça, il y a des gens qui se plaignent parce que pour avoir accès à des documents administratifs qui sont des droits des contribuables, il faut beaucoup de jours, il faut beaucoup de formalités, et si vous n'allez pas régulièrement, les demandes resteront là où elles sont et jusqu'à ce que ça ne finisse. Mais nous, à l'époque, lorsqu'on avait voulu rencontrer l'OTR, on nous avait désigné l'office, la direction de la communication et la direction des usagers. C'est elle qui nous avait, ce sont les deux commissions, directions qui nous ont rencontrés. Mais jusqu'à présent, ils nous ont dit qu'ils ont promis pour nous rappeler pour la suite des négociations, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Mais puisque l'OTR nous dit que moi, je travaille sur le principe de la loi des finances de l'année en cours. Mais quel que soit le cas, moi, je ne peux même pas réviser cette loi si ce n'est pas à l'Assemblée. Donc, c'est ce que l'OTR brandit toutes les fois pour dire que si vous criez qu'il y a trop de taxes, il y a trop de taxation. Moi, je ne peux rien faire si la loi des finances ne les modifie pas. Donc, pour nous, nous avons toujours à bras le corps l'intérêt, le souhait de rencontrer les gens de l'OTR pour leur proposer des services. Mais si ces gens-là ne veulent pas, nous allons toujours... On a initié des enquêtes qui n'ont pas encore abouti. Parce que nous sommes dit qu'il faut faire une enquête de satisfaction des utilisateurs des services de l'OTR pour rendre public ce rapport et dire à l'OTR ce que nous avons déjà écrit et envoyé par document, par lettre officielle. Nous allons l'étayer par un rapport pour que l'OTR puisse savoir que ces gens-là, ils n'écrivent pas parce qu'il faut crier, mais ils écrivent parce qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. On va vous lire. Lors d'une mission qu'elle a menée au port autonome de Lomé il y a de ça quelques années, l'Organisation mondiale des douanes a fait un constat amer. Plus de 70% des produits qui sortent du port autonome de Lomé sont de faux. Je précise, plus de 70% des produits qui sortent du port autonome de Lomé sont de faux produits, c'est de faux. C'est des produits contrefaits. Y compris même les produits pharmaceutiques qui, selon cette mission, sont fabriqués en Turquie et ramenés ici dans nos pharmacies qu'on vend. Alors, que faites-vous à votre niveau pour arrêter cette hémorragie? Puisque la semaine dernière, vous avez aussi fait arrêter une cargaison de jus de fruits
qui sont de faux trucs. Alors aujourd'hui, on mange mal, on mange de faux produits. Que faites-vous pour nous sauver? Merci beaucoup pour cette question. Nous avons rencontré le 2 février le président de l'Ordre des pharmaciens du Togo et on a invoqué plusieurs cas. Et le premier cas, c'est la saturation des pharmacies de garde. Les pharmacies de garde ne sont pas bien réparties dans les quartiers périphériques. Pour acheter à Tokoin, par exemple, s'il n'y a aucune pharmacie de garde à Tokoin, vous risquez d'aller jusqu'à Ave Maria avant de trouver une pharmacie. On a évoqué tous ces problèmes et il a promis, le président a promis qu'ils vont réagir. Et le second aspect, c'est que lorsque vous allez dans la pharmacie, il faut attendre pendant des heures avant d'être servi. Parce qu'il n'y a qu'une seule caisse. Alors que dans la nuit, les pharmacies de garde, les gens viennent beaucoup pour acheter, nombreux pour acheter. Et ça crée beaucoup de temps de retard aux malades. Les gens peuvent mourir, c'est la suite de ça. Et le troisième aspect, c'est l'aspect qualité des produits. Sur cet aspect, nous, on avait déjà écrit à la représentante résidente de l'OMS au Togo. Et je voudrais vous faire une confidence qui nous a dit, sur cet aspect, moi, je n'ai pas eu une mission sur cet aspect. Mais je voudrais vous dire quelque chose. L'affaire des produits pharmaceutiques est semblable à l'affaire de mafia. Par exemple, il y a des gens qui sont là uniquement, qui disent que lorsque nous produisons des trucs de mauvaise qualité, nous passons par tous les moyens pour que le produit arrive dans des pays. Et donc c'est un réseau, c'est une affaire de mafia, c'est une affaire de personnes qu'on ne connaît pas. Même si on les connaît, elles font comme on ne les connaît pas, et elles font tout et tout pour que ces produits-là arrivent dans nos pays. Et la réalité est que nous sommes en train de nouer des relations, des partenariats avec nos collègues des pays de la sous-région, tels que le Cameroun, et qui ont assez d'expérience en matière de ces contrôles-là sur le terrain, qui dans les prochains jours et dans les prochaines occasions viendront nous former sur la manière il faut faire une enquête sur cet aspect. Mais il y a une plainte que nous avons enregistrée il y a de cela une semaine. Il y a la personne a acheté, c'est pour vous dire que ce que vous venez de relater est vrai. Et elle a acheté un produit, elle est allée à l'hôpital, on lui a prescrit le produit, il a acheté ça, il a utilisé pendant longtemps. Et il quitte la clinique, il va dans une autre clinique, on lui dit, mais le produit qu'on t'a prescrit, si tu l'avais utilisé, le mal n'allait plus exister, le mal allait disparaître. Donc, le nouveau médecin, le médecin 2 lui dit, ok, je vais voir, amène-moi les résultats du produit, je vais voir. On l'amène, il constate que les produits ne sont pas de bonne qualité et que les produits sont de faux et de contrefaits. Donc, moi j'ai dit à la personne, si tu nous donnes le kit, parce qu'il ne faut pas dire que tu vas défendre quelqu'un, normalement, et que la personne se retire après pour dire que moi je ne suis pas venu à la Ligue pour que vous me défendez. Et donc, ça veut dire que c'est la Ligue qui sera mise devant le fait accompli après. C'est pourquoi, lorsque les gens viennent chez nous, ils prennent des engagements pour dire, nous demandons à la Ligue de faire, d'agir comme tout bon lui semble pour que l'affaire trouve des solutions. Donc, la personne n'est plus revenue, mais nous nous sommes dit, même si elle ne revenait pas, nous allons voir dans quelle mesure nous allons alerter l'opinion nationale, surtout le chef de l'État, parce que qu'on ne veuille ou pas, il est le premier, il est le premier responsable de la nation. Qu'on peut parler de, si les gens peuvent dire une nation où on ne contrôle pas les choses, mais si en tant que premier responsable, en tant que jeune que nous connaissons, il faut qu'il prenne aussi certaines choses, l'importance de certaines choses pour qu'on puisse évoluer. Oui, Monsieur Sogadi, comment se fait-il que les produits contrefaits sont déversés sur le marché pendant tout le temps que l'OTR et la douane disent qu'ils font un bon travail? Comment se fait-il que ça se passe comme ça? Oui, il y a un déficit de contrôle à tous les niveaux. Même si ce n'est pas un déficit de contrôle, il y a une mauvaise foi par endroit. Il y a des gens qui, conscients que le produit n'est pas de bonne qualité, comme je l'ai déjà dit, par des groupes de mafieux. Ils prennent des sous de table, hein. Des sous de table et ils laissent le produit rentrer. Oui. Il y a d'autres personnes, ils détectent le faux, ils décident, mais leur patron leur dit de se taire. Comme ce fut le cas dans le produit de tilapia. Et dans pareilles affaires, toi, le laboratoire l'ingénieur qui aurait fait la remarque, si ce n'est pas fait, on risque de te terminer, bien de te mettre hors circuit de l'entreprise. Ce qui fait que dans la zone portuaire, il y a des gens qui ont démissionné de leur boulot parce qu'on nous a dit le produit n'est pas de bonne qualité, mais autorisé qu'on puisse mettre ça au circuit pour la fabrication pour que les gens puissent consommer. On a de pareilles affaires, on connaît des collègues, puisque nous sommes de la jeune génération.
On vient de sortir tout fraîchement de l'université. Nous connaissons des gens qui sont dans le pareil cas, qui nous abordent et qui nous informent. Ok? Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a déficit de contrôle. Si le produit sort du port, il arrive sur le territoire pour être vendu, c'est le ministère du Commerce. Mais il n'y a pas les moyens pour que ce ministère, la direction du commerce intérieur, fasse le contrôle. La direction du commerce intérieur, de la concurrence, il n'y a pas de moyens. Ces gens-là, lorsque vous les appelez, des fois, lorsque nous constatons des choses, nous les appelons, ils sont obligés de prendre leur propre voiture. Ou soit ils viennent à moto. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de moyens pour que ces structures-là, étatiques, fassent le contrôle. Si vous prenez la loi, par exemple, de la loi de 89 portant organisation de la concurrence qui protège les consommateurs, la loi elle est claire. Elle leur demande qu'on crée une commission nationale de la consommation. Et que cette commission, qu'il puisse y avoir beaucoup d'acteurs qui fassent partie de cette commission pour que s'il y a des sujets pareils, qu'ils puissent débattre pour voir dans quelle mesure on va améliorer les choses. La commission n'est jamais effective installée. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que les tests prévoient mais qui ne sont jamais mises en œuvre. Donc le cas du jus qu'on a arrêté la fois dernière à l'Omnava motivé, ce sont des Togolais qui nous ont alertés. C'est juste l'occasion pour dire à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, qu'il faut qu'ils puissent accepter nous alerter. Si nous ne l'acceptent pas, donc soit ils mettent leurs propres enfants, leur propre famille en danger, soit ils acceptent de mettre tout le Togo en danger, parce que si on avait vendu ce jus, j'avoue que le jus, ce serait une affaire d'intoxication de toute la population, parce que ce qui va dans le ventre est plus nuisible que ce que nous mettons sur la peau. Alors, l'hebdomadaire français Jeune Afrique a sorti un article la semaine dernière. Le journal nous informe qu'il y a un riz de mauvaise qualité qui circule dans notre sous-région. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez déjà alerté le gouvernement, on ne sait jamais. Donc, moi, je vous informe. Je continue. Alors, le gouvernement béninois vient d'interdire l'utilisation des produits chimiques autres que le sucre de la fabrication du pain. Au Togo, on le sait, tout le monde le sait. Nos femmes prennent du formol pour fabriquer du pain et personne ne dit rien et nous mangeons mal. Alors, est-ce qu'au niveau de la LCT, vous avez informé le gouvernement? Pourquoi le gouvernement n'a pas pris cette décision d'interdire, comme c'est le cas actuellement au Bénin, où c'est interdit formellement que les dames utilisent le formol ou le produit chimique pour faire du pain comme on va au bord de la route et nous consommons allègrement? Merci. pour la question de l'Africa Rice, c'est Africa Rice qui a fait la lettre. On est d'accord qu'il y a beaucoup de riz, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens changent de l'emballage des riz à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur de semaine. Donc il faut que les gens puissent, les consommateurs puissent être conscients de ça là. Et pas le fait qu'on change l'emballage qui nous dira que le produit est de bonne qualité. Prenons l'exemple du Bénin. Il y a ce qu'on appelle le bromage de potassium. Le bromage de potassium, c'est un produit qui est dans une boîte qu'on vend à 10 000 francs. À part les formules qu'on vend à 10 000 francs et que les boulangers achètent pour mettre dans le produit pour que ça puisse prendre assez de forme et qu'il puisse avoir beaucoup d'intérêt. Ok? Et nous, à l'époque, on a eu une information de nos collègues du Ghana, puisque eux, c'est interdit au Ghana. Si on prend un bout de pain, on se rend compte qu'il y a le bromage de potassium dedans, vous êtes cuit, comme on a l'habitude de le dire. Mais au Bénin, le Bénin aussi a pris tout récemment la décision d'interdire. Mais aujourd'hui, au Togo, on est commun même pas sur l'affaire et nous pensons qu'il faut en parler. Donc, l'affaire des hormones, tout ça là, la décision prise par le gouvernement de Talon, je crois que c'est une bonne décision. Et nous pensons qu'il faut recommander cette décision à nos autorités. Mais on dirait que vous, au niveau de la Ligue, vous ne faites pas assez. Parce que là, on sait que vous êtes... Enfin, moi, je constate que vous êtes impuissant devant toutes ces situations-là. Et finalement, c'est nous qui allons mourir. Non, oui, c'est vrai que vous avez fait un constat. On ne peut pas tout faire aussi. Nous, on ne peut pas tout faire. Il y a d'autres associations, il y a la TC, il y a d'autres associations on fait ce qu'on peut faire parce qu'on a passé de moyens pour le faire. Et ces cas que nous venons vous de citer, on a ces cas, nous ferons ce que nous pourrons faire. Mais il faut que l'autorité qui a la charge de ces responsabilités puisse aussi faire la sienne. Bon, moi, souvent on a appris que on vous file souvent les petits poissons, mais les gros poissons sont là. Vous ne les dénoncez pas par rapport à des produits avariés. Moi, je ne crois pas. Ce pas ce sont les petits poissons que moi je file, que je dénonce, mais lorsque j'ai l'information, tous les journalistes sont au courant. Moi, je ne laisse pas passer. Je me suis dit, c'est un engagement. Je peux être dans un bureau comme nos collègues avec qui j'ai fait l'université sont dans des bureaux aujourd'hui et gagnent ce qu'ils gagnent comme leur pain quotidien. Je ne les envie nulle part. Mais j'ai choisi servir les autres.
Donc pourquoi vouloir dire que j'ai peur de telle personne, j'ai peur de telle personne? Mais donc, il vous arrive aussi, d'être corrompu, de prendre sous, de je suis humain. Mais depuis que j'ai commencé le travail des droits de l'homme en 2007, j'étais en deuxième année à l'université. Je n'ai jamais été corrompu par qui que ce soit. Je suis humain, mais je demande toujours la main de Dieu pour que cette main-là puisse me protéger, parce que je suis chrétien fervent, et je demande la main de Dieu pour que cette main-là puisse me protéger contre cette pratique-là. Parce que lorsque vous acceptez la corruption, si vous posez un acte de main, vous risquez de subir les effets, les conséquences. Donc je ne voudrais pas avoir les conséquences néfastes de Dieu, mais je veux avoir les conséquences favorables de Dieu, c'est-à-dire sa bénédiction pour pouvoir poursuivre le travail. Je donne l'exemple du secteur bancaire, parce que pratiquement le temps est fini. On a fait une étude sur les banques. La BCE donne des directives depuis 2014 que les banques ne respectent même pas. Prenez l'exemple de Laura Bank, parce que c'est une étude qu'on a fait, c'est pourquoi je donne le nom. Laura Bank, lorsque le nouveau directeur est venu, il a balayé de revers toutes les décisions prises par l'ancienne direction. Ce qui fait qu'il n'y a plus de services gratuits, alors que la BCE a dit il y a plus de 15 services qui devaient être gratuits pour les consommateurs. Donc il y a plusieurs cas. Comme on a passé de temps. Non, monsieur Emmanuel Sougadi, je promets, je vais vous inviter très bientôt, vous allez revenir ici pour parler du cas des banques, parce que banques et la microfinance, on en a besoin. C'est promis, on va revenir ici très bientôt avec vous pour détailler ce sujet. Et mesdames, messieurs, docteur de ce jour s'achève ainsi. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions nos invités. Ildefonse Akpaki, il est le patron de la Gazette du Togo. Jacques Agouti, grand merci. Merci donc à notre invité Emmanuel Sougadi, le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Je rappelle que nous allons le recevoir de nouveau très bientôt pour poursuivre la discussion, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui concernent la consommation au Togo et il faut qu'on en parle. La rediffusion, ça va être 2h30. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon appétit.